Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et les amoureux du cinéma sont à l'écoute cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand leur dédie cette émission. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Il existe une magie de la salle obscure, du grand écran, de la copie qui frotte un peu dans le grand projecteur. Il existe même, le terme n'est pas trop fort, une mystique du 7e art. Tous ceux qui le sentent et le ressentent ont un rendez-vous hebdomadaire depuis 41 ans le dimanche soir sur la 3e chaîne. C'est le cinéma de minuit avec Patrick Brion. Le grand prêtre du cinéma à la télévision est notre invité cet après-midi. Il va nous suivre tout à l'heure aussi avec Vanessa Za à la recherche des plus vieilles salles de cinéma de France. Et en ouverture de rideau, en vedette américaine, c'est une des icônes d'Hollywood que vous nous proposez de retrouver. Eh oui, Gene Tierney, l'inoubliable Laura de Preminger. Elle a fait l'objet d'un cycle du cinéma de minuit au printemps 1982. Pour un peu, je demanderais bien à notre invité de la présenter. Bonjour Patrick Brion. Bonjour Franck Ferrand. Vous acceptez de dire quelques mots à la façon du cinéma de minuit sur Gene Tierney? Souvenez-vous de Laura, d'Anna Andrews disant « Je n'oublierai jamais le week-end où est mort Laura ». Le 21 mars 1982, les spectateurs du cinéma de minuit sur FR3 ont un rendez-vous que leur donne donc Patrick Brion avec Laura, daté de 1944 et signé Otto Preminger. Il s'agit d'une de ces œuvres dont les cinéphiles font un monument. Laura, c'est une enquête policière insolite, une atmosphère saturée de suspicion, des personnages aux motivations troubles. Laura, c'est surtout le prénom d'une héroïne disparue, une femme dont le visage porte un mystère qui inévitablement obsède. Cette fascination si essentielle dans l'intrigue de ce film-là, le réalisateur n'a pas eu grand-peine à la rendre crédible. Son interprète principal l'inspire, on peut le dire, au premier regard. C'est une actrice à la beauté irréelle qui attire autant qu'elle tient à distance. Son nom, Gene Tierney. Avec ses cheveux sombres, ses pommettes saillantes, l'ovale parfait de son visage et puis surtout ses yeux clairs en amande dont on ne voyait pas la belle couleur bleue dans les pellicules en noir et blanc évidemment, elle paraît hors du monde et hors du temps. À l'observer de scène en scène, une évidence s'impose. Gene est, dans toute son essence, une star. Elle ne semble rien pouvoir être d'autre qu'une star. C'est là aussi peut-être une des sources de son drame. Et pourtant, tout avait vraiment très bien commencé pour elle. Elle a vu le jour en 1920 et un petit peu curieusement, elle reçoit un prénom de garçon. Parce que Gene, G-E-N-E, aux États-Unis, c'est un prénom masculin. C'est un hommage à un de ses oncles disparus. Son enfance est privilégiée. Les Tierney aspirent au rang des grands bourgeois de la côte Est, avec leurs bonnes manières et leur fréquentation huppée, avec leurs secrets honteux aussi, plus ou moins bien dissimulés. Et quand Gene, devenue adolescente, revient de 2 années de scolarité en Suisse pour parfaire une éducation qui se voulait excellente, elle réalise que son père qui travaille à un grand poste dans les assurances, fait face à de sérieux problèmes d'argent. Et il y a pire que cela. Gene l'ignore, mais Mr. Tierney, derrière son image de pater familias irréprochable, entretient une liaison extra-conjugale. Et c'est, semble-t-il, pour pouvoir être plus librement avec sa maîtresse qu'il envoie, à l'été 1938, femme et enfant vers la Californie. Une décision qui, sans qu'il le sache, va complètement bouleverser le destin de sa fille de 17 ans. Car, pour agrémenter le séjour, vous savez, quand vous êtes là, vous êtes tout près d'Hollywood, vous avez forcément des connaissances qui, un jour ou l'autre, vous proposent une entrée dans un de ces grands studios qui, rappelez-vous, on est en 1938, c'est vraiment la Mecque du cinéma, là, vraiment Hollywood. Voici la petite famille à la Warner, dans les coulisses d'un tournage avec Bette Davis et Rolf Flynn, excusez du peu. Alors on s'amuse, on s'émerveille devant les décors de carton-pâte, les impressionnantes caméras de cette époque et puis toute cette fourmilière d'assistants, de techniciens qui s'activent un peu partout. Gene, surtout, n'en croit pas ses yeux. Et puis, au sortir d'une scène, on croise le réalisateur, qui n'est autre qu'Anatole Litvak, déjà très célèbre à l'époque. Et quand il aperçoit Gene, vêtu de sa robe colorée, avec son petit chapeau de paille, c'est une révélation. Il lui lance, visiblement émoustillé par son charme et sa fraîcheur, « Mademoiselle, vous devriez faire du cinéma ». Un simple mot pour lui et pour la famille, un petit séisme. Voici ce qu'écrira Gene dans ses mémoires.
Mon frère prit cela comme une plaisanterie. Ma mère, je le sentais bien, avait envie de m'encourager, mais elle redoutait les réactions de mon père. Moi, j'étais flattée et curieuse. Hollywood était un monde qui n'entrait pas dans mes horizons. Les filles de mon milieu social achevaient leurs études, épousaient un étudiant de Yale et vivaient dans le Connecticut. C'était une trajectoire sans accroc et plus sûre. Jean, qui n'a aucune expérience dans le métier, va quand même accepter d'effectuer un bout d'essai, et dans la foulée, on lui tend un contrat, ce dont tant d'aspirantes actrices rêvent, eh bien elle l'a obtenu comme ça, en un rien de temps, presque sans effort. Problème pour son père, qui est consulté au téléphone. Alors là, il n'en est même pas question, c'est un non catégorique, et Jean n'a pas le choix, elle doit rentrer chez elle, les vacances s'achèvent, pas les rêves que ces vacances viennent de faire naître. Le père de Jean a une idée claire de l'avenir de sa fille. Elle doit faire ses débuts dans le monde. Autrement dit, elle doit fréquenter les bons salons. Sauf qu'il apparaît vite et de façon évidente que ça ennuie Jean à mourir. Alors, devant le désarroi de la jeune fille, le papa finit quand même par se laisser attendrir. Soit, elle va pouvoir tenter sa chance dans la comédie, mais à condition que ce soit par la grande porte. Les théâtres, Broadway, pas Hollywood et ses studios sans âme. Non sans réticence, on l'aura compris, le père prend donc lui-même les choses en main, en souhaitant sans doute secrètement que sa fille baisse les bras à la première difficulté. Or, des difficultés, il y en a. L'inexpérience de Jean lui ferme bien des portes. Elle n'en est pas moins têtue, elle sait convaincre et elle finit par obtenir un rôle. C'est dans une pièce qui ne fonctionne pas, peu importe. L'actrice a été remarquée. Et les studios hollywoodiens, qui ont toujours un œil à Broadway, vous savez qu'à l'époque, il y a des agents des studios de la côte ouest, dans presque toutes les salles de la côte est. Les studios reviennent à la charge et font les yeux doux à Jean. Un premier contrat est signé avec la Columbia, mais à l'évidence, la jeune fille n'est pas prête. D'ailleurs, le studio ne sait pas vraiment quel rôle lui confier. Jean va prendre à ce moment-là une sage décision, repartir, s'aguerrir à Broadway, où de nouveau, les critiques la portent au nu. Elle possède, c'est sûr, une sorte de supplément de talent, un charme indéfinissable et que les autres n'ont pas. La preuve, le patron de la Fox en personne insiste maintenant pour l'embaucher. Elle accepte, mais elle pose ses conditions et sa priorité sera qu'on la fasse tourner sans tarder. Elle ne veut pas de ces contrats, vous savez, qui vous mettent en fait au réfrigérateur pour plus tard. Et là, tout s'accélère. Dès son premier film, Le Retour de Frank James, le film sort en 1940, elle partage des scènes avec Henry Fonda, s'il vous plaît. Quant au réalisateur, ce n'est pas tout à fait un inconnu puisqu'il s'appelle Fritz Lang. Le jeu de Jean est encore un peu limité, mais elle travaille dur. Sa photogénie est fabuleuse. Oui, on peut dire que le succès approche, qu'il approche à grands pas, pour le meilleur et pour le pire. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Vous nous racontez aujourd'hui, Franck, le parcours de l'un des grands noms de l'âge d'or d'Hollywood, la magnifique Jean Tierney. Alors la voici engagée, on vient de le suivre avec vous, par l'un des grands studios américains. Elle n'est pas encore très connue, mais on l'a bien compris, Oui, ça va pas tarder. Va pas tarder. Alors pour bien comprendre le contexte de l'époque, comment fonctionnent les grands studios américains ? Vous savez, là on est au sommet de l'époque des grands studios. Vous avez la 20th Century Fox d'un côté, la MGM de l'autre, la Warner, la Columbia, etc., qui se partagent littéralement ce qui est devenu une industrie, l'industrie du cinéma, en essayant de cultiver chacune son style et ses spécialités, en ayant également son vivier de stars soumises à des contrats d'une dureté folle. L'un des défis des studios, c'est de se renouveler et en permanence, il faut essayer d'établir de jeunes vedettes pour succéder aux acteurs déjà un peu vieillissants. Et par exemple, pour ce qui est des actrices du début des années 40, la MGM parie sur Judy Garland et Lana Turner et la Fox donc sur Jean Tierney. Il faut imaginer le poids qui pèse sur les épaules de la jeune femme. La concurrence est rude. Il faut faire ses preuves sans perdre de temps. Jean comprend qu'elle doit améliorer nombre de détails si elle veut poursuivre une carrière satisfaisante. C'est elle qui raconte, je la cite:
Lorsque je me vis sur l'écran pour la première fois, je m'enfonçais dans mon fauteuil, gêné. Je ne pus croire que cette voix aiguë et stridente fût la mienne. On aurait dit Minnie Mouse en colère. Pour l'aider à poser cette voix, la cigarette va s'avérer une alliée aussi inattendue que dangereuse. Pour le reste, de film en film, Jean gagne en charisme. Son interprétation, qui au départ était assez critiquée, il faut bien le dire, va progresser. Elle décroche des rôles importants avec des réalisateurs tels que John Ford, Joseph von Sternberg et Ernst Lubitsch. Vous avouerez qu'il y a pire école. Et bien sûr, le studio met en avant le sex appeal de cette Jean étonnante. Il se met aussi à jouer sur son apparence tellement particulière, ses yeux qui ont l'air étirés, qui soulignent sa classe naturelle. Tout ça distille un exotisme curieux. Elle va incarner des rôles de polynésienne d'ailleurs, qui lui vont à merveille, qui sont quasiment, on peut le dire, taillés sur mesure pour elle, ou d'orientale, ou de métisse chinoise même. Elle doit s'adapter à des personnages donc très divers, de la parfaite épouse à la fille perdue d'un Shanghai interlope, et de film en film, c'est un mythe qui est en train de se construire, une célébrité qui s'installe dans le public. D'un point de vue sentimental, on peut dire de Jean qu'elle attire les hommes comme la lumière attire les papillons. Dès son arrivée à Hollywood, le milliardaire Howard Hughes lui fait la cour. Rappelez-vous, on avait raconté ça d'ailleurs à ce même micro. Il n'a pas grand succès, il faut bien le dire. Et c'est un autre séducteur qui va la faire chavirer en 1941. Oleg Cassini, un styliste d'origine russe, un mondain divorcé qui a 8 ans de plus qu'elle. Elle écrit « Je le rangeais parmi les personnages les plus redoutables qu'il m'ait été donné de rencontrer. Il n'était pas beau, mais possédait une séduction dangereuse. Il incarnait tout ce qui était différent, fascinant, continental. » Ah, voilà, le mot est prononcé. Jean a 20 ans, vous imaginez ça? Alors, bien sûr, assez vite, elle pense au mariage, ce qui alarme sa famille et qui alarme beaucoup le studio, surtout, peu importe. Elle prend son destin en main. Elle fuit à Las Vegas pour épouser Oleg. Ça va faire grand bruit, cette affaire. Et Jean va même subir quelque temps un certain ostracisme familial et, ce qui est plus embêtant, un certain ostracisme hollywoodien. La période est dure. Elle découvre, à peu près au même moment, que son père a détourné l'essentiel de son argent. Elle voit ses parents divorcés, mais le drame terrible qu'elle s'apprête à vivre est d'une autre ampleur. Il a lieu en 1943, lorsque Jean est enceinte pour la première fois, comme nombre des stars de cette période de la guerre. Elle participe à la Hollywood Canteen, une sorte de restaurant où les plus grandes stars viennent servir des repas aux membres de l'armée américaine, aux GIs. C'est l'occasion pour eux d'avoir accès à toutes ces actrices qui les font tellement rêver sur grand écran. Or, une admiratrice de Jean qui normalement est en quarantaine car atteinte de rubéole, va braver l'interdit et l'approcher, et peu après, l'actrice contracte la maladie. Sa fille va naître quelques mois plus tard, Daria, mais elle va révéler des malformations et un retard mental assez grave. Oleg dira « J'ai réalisé que Jean ne serait plus jamais la même. » Et il va falloir placer Daria en institution, et c'est la mort dans l'âme que cette maman est obligée de le faire. Et malgré tout, il lui faut faire face. Il y a le travail. Vous savez, dans ces moments-là, le travail, finalement, c'est le remède suprême. Elle va tourner justement Laura d'Otto Preminger à ce moment-là. Alors à quel point peut-on percevoir chez l'actrice déjà des troubles mentaux? C'est difficile à dire. Pour l'instant, Jean tient debout. Reste que Laura et les films qui vont suivre marquent un changement dans l'image qu'elle renvoie. Antoine Cyr le note. Avec Laura en 1944, Gene Tierney inaugure la série des grands rôles ambigus qui donneront un étrange écho cinématographique à sa personnalité tourmentée, lui permettant de passer du statut de magnifique starlette à celui de légende d'Hollywood. Elle interprète en effet à cette époque plusieurs rôles marqués par la folie. Ça lui vaut d'ailleurs de vraies réussites professionnelles. Elle est même nommée pour un Oscar en 1946 pour un rôle de psychopathe dans Péché mortel. Il faut avoir vu la scène dans laquelle, assise dans une barque, elle laisse froidement un adolescent se noyer juste à côté d'elle. Ça, c'est un grand moment. Côté vie privée, les choses ne s'arrangent pas. La séparation avec Oleg devient inévitable, même si à une époque ils vont renouer pour un moment. Ils auront d'ailleurs une seconde fille. Elle s'engage bientôt dans une relation avec un jeune officier nommé
John Kennedy, et là on peut dire qu'elle est amoureuse, mais lui a des ambitions. Il ne peut pas se marier avec une femme divorcée, et quand il le lui dit, c'est elle qui met fin à la liaison. Jean se lance un peu plus tard dans une autre histoire d'amour compliquée, encore avec un grand séducteur du XXe siècle, le prince Ali Khan, le fils de l'Aga Khan, l'ex-mari de Rita Hayworth, pour tout vous dire. Mais de nouveau, cette liaison-là sera une impasse. Et il faut dire que l'équilibre mental de Jean est de plus en plus fragile. D'abord, ces troubles se traduisent par des énervements subis qui peuvent aller jusqu'à des vraies crises de paranoïa. Et puis, lors d'un tournage au début des années 50, on voit qu'elle peine visiblement à mémoriser son texte et bientôt, il lui arrive de ne même plus pouvoir identifier certaines personnes qu'elle croise, des gens de son entourage. Jean est en train de s'enfoncer dans une sorte de brouillard, le rêve de la jeune fille, découverte par hasard sur un plateau de cinéma, ce rêve qui fait tellement école, vous imaginez, et qui a fasciné la planète entière, ce rêve est en train de s'évanouir. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de l'actrice Gene Tierney. Nous sommes dans les années 50 aux États-Unis. Nous suivons son parcours. Alors elle est jeune, elle a une grande carrière qui est promise et là elle sombre dans la dépression. Oui, c'est ça. Son état dépressif est épatant. Ça se voit notamment sur le tournage de La main gauche du Seigneur. On est au milieu des années 50. L'actrice a 34 ans et elle est complètement épuisée. Elle a de nouveau toutes les peines du monde à retenir, mais même de simples répliques. Et alors ça devient un problème. Vous savez, quand vous commencez à perdre votre texte dans ce métier-là, vous devenez obsédé par les trous. Son partenaire est Humphrey Bogart et il s'en inquiète. J'appris plus tard, nous raconte Jean, qu'une sœur de Bogart avait souffert de maladie mentale. Il reconnut les symptômes et alla trouver les patrons du studio pour leur dire que j'étais malade et que j'avais besoin d'assistance. On lui répondit que j'étais une professionnelle, que je savais combien ils avaient investi dans ce film et que je ne les laisserais pas tomber. On suggéra seulement à Bogart de se montrer gentil et prévenant, ce qu'il fut constamment prévenant. Le tournage est donc pénible. Jean sait qu'il n'est plus possible de continuer de cette manière et dès qu'elle est libérée de ce tournage, elle part pour la côte Est. Elle refuse tout autre film, le studio, les journalistes s'émeuvent. On accuse Jean de jouer les divas, on lui reproche de fuir ses obligations, de négliger son public. Mais on peut penser qu'au contraire, sa fuite en avant enfin s'achève. Sa famille est complètement désarmée par ce qui est en train de se passer. On finit par l'emmener voir un psychiatre et le verdict tombe. Il faut en passer par des séances d'électrochoc. C'était ça à l'époque. L'expérience est terrible, elle le raconte elle-même. J'avais une électrode fixée contre chaque tempe et un courant alternatif de 80 ou 90 volts fut envoyé pendant une fraction de seconde. Je suis restée inconsciente 4 ou 5 minutes avant de tomber dans un sommeil paisible. Je me réveillais comme on émerge d'un mauvais rêve, le genre de cauchemar dont on ne connaît ni les contours ni les détails, mais dont on sait qu'il fut mauvais. J'étais troublé, faible et désorienté. Alors d'abord les électrochocs donne l'impression de calmer un peu les troubles, mais ce n'est que temporaire puisque les crises vont revenir et de plus en plus fortes. Les années qui suivent sont une alternance d'internements éprouvants, d'accalmies, de rechutes, parfois très graves. Un jour de 58, Jean ouvre la fenêtre de son appartement new-yorkais et elle se hisse sur le rebord de la fenêtre. On est au 14e étage, le vide est là sous ses pieds. Est-ce qu'elle a l'intention de se suicider? Non, sans doute pas. À vrai dire, elle n'est pas en état de savoir ce qu'elle fait. Finalement, elle se ravise, elle retourne simplement, elle renjambe la fenêtre, si je puis dire, elle rentre tranquillement dans l'appartement. Le combat contre la maladie va être long, très long. On se demande même s'il s'achèvera jamais. Au début des années 60, après un internement plus long que d'habitude, Jean semble aller nettement mieux. Elle retrouve une forme d'équilibre. Un équilibre fragile, certes, mais un équilibre quand même. On la voit jouer de nouveau dans quelques films, mais en fait, malgré ses sursauts inespérés, sa carrière est derrière elle. L'apaisement, elle le trouve, semble-t-il, dans un nouveau mariage avec un magnat extant du pétrole. Pour elle, c'est une autre existence à ce moment-là qui commence. Gene Tierney mourra à pas tout à fait 71 ans, en 1991, d'un emphysème, sans doute favorisé par cette même cigarette qui, au début de sa carrière, l'avait aidé à rendre sa voix plus grave et plus mystérieuse. Elle laisse en partie irrésolu le mystère d'un visage incomparable recouvert d'un voile infime de trouble et d'angoisse.
Merci d'être avec nous, Patrick Brion. Et alors, merci de faire aux Français ce cadeau de Noël d'un très 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 beau volume. Cinéma de minuit, 40 ans, 2000 films aux éditions Télémac. C'est le grand, j'allais dire, catalogue de cette émission mythique dont nous allons parler tout à l'heure. Un mot peut-être sur cette Jean Turney. Est-ce qu'il y avait chez elle des prédispositions au dérèglement mental, ou est-ce que c'est venu au fil des épreuves de la vie, et notamment de la naissance de cet enfant handicapé? On sait très bien que dans le monde du spectacle, il faut être vraiment blindé. Oui. Les problèmes peuvent être nombreux. Et l'histoire de sa fille, qui d'ailleurs a donné l'idée à Agatha Christie d'écrire Le miroir se brisa. Oui. Une grande enquête de Miss Marple. Absolument. Aurait rendu n'importe qui dans un très mauvais état. Oui. Elle a plus forte raison. Et c'est pas dans le monde du spectacle qu'on peut très bien se reposer d'une histoire comme ça. Finalement, le charme ensorcelant de Jean, ce qui fait que le public n'a jamais vraiment su la classer d'ailleurs, est-ce qu'il n'était pas lié d'emblée à quelque chose d'un peu différent? Et d'ailleurs, on en perçoit l'éclat, non, dans son regard. Il y a quelque chose d'un peu spécial. Non? Oui, oui, absolument. Le fait qu'on l'imagine déjà par un tableau. Ce tableau dans Laura, c'est pas une coïncidence. Et voilà. Vous de Laura, un policier enquête, elle est morte, il s'assied devant le tableau, il s'endort, et subitement, un bruit, une porte s'ouvre, il se réveille, c'est elle qui apparaît. Elle est encore en vie, ou il l'a créée lui-même. C'est un rêve ou la réalité? C'est magnifique, ça c'est le début d'un des films les plus Absolument. fascinants du milieu du XXe siècle, on peut le dire. Nous allons revenir sur Jean Turney dans un instant, et puis bien sûr, on en profitera pour feuilleter le magnifique ouvrage que vous nous proposez, cet ouvrage qui rend compte de 40 années de rendez-vous hebdomadaires du cinéma de minuit. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire du cinéma cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité. Franck, vous recevez Patrick Brion. Il est créateur et animateur du cinéma de minuit sur France 3, historien du cinéma. Et il vous propose un très bel objet, un très beau cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Cinéma de minuit, 40 ans, 2000 films, un magnifique livre paru aux éditions Télémac. Un très beau livre de 800 pages avec énormément d'illustrations. Et alors, la bonne idée, l'une des bonnes idées, mais j'ai envie de dire le coup de génie de cette affaire, c'est de nous présenter tous les films dans l'ordre où ils ont été diffusés sur FR3 puis sur France 3 depuis 1976. Alors, j'ai ouvert page 177 au 27 mars 1982. On a donc Laura, avec tout ce que vous pouvez en dire, et ce qui est fort, c'est qu'à chaque fois, on a le commentaire, bien sûr, de Patrick Brion. Ça se poursuit le 28 mars 82 avec Le Château du Dragon, le 4 avril avec Péché mortel, le 11 avril, Le fil du rasoir, Shanghai, le grand film de 1942, le 18 avril, Le mystérieux docteur Corvo, le 25 avril. Voilà, ça c'était le cycle Jean Turney. Pour tout vous dire, il y a un côté Madeleine de Proust dans cette affaire, et on se rappelle les grands et les bons souvenirs, parce que moi j'étais un téléspectateur encore plus fidèle qu'aujourd'hui dans les années 80. Pour tout vous dire, le jeune étudiant que j'étais était fasciné par ce grand et rare cinéma que vous nous proposiez, et en feuilletant le livre, je retrouve tous mes souvenirs de dimanche soir. Ça, je pense que c'est l'idée forte de ce livre, Patrick Brion. Moi-même, j'ai été très ému en l'écrivant. C'est vrai, hein? En retrouvant des dates, des films. Oui, on avait. Et c'était à telle époque. Et voilà. Et à telle époque, c'était. On se rappelle les liens avec ce qui se passait. Alors, en l'occurrence, ce cycle Jean Turney, vous l'aviez voulu le plus varié possible pour montrer l'étendue de la palette de la comédienne. Oui, on voyait la star dans Laura, on voyait en même temps dans Le fil du rasoir ou dans Shanghai une actrice complètement différente, dans Péché mortel, quelqu'un, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est capable de préparer un crime, de laisser un jeune garçon se noyer. Ça montrait à quel point c'était une très bonne actrice. On aurait pu dire c'est une très jolie femme, ce qui est déjà beaucoup. Non, c'était non seulement une très jolie femme, mais une excellente actrice capable de jouer des rôles tout à fait différents. Oui. Et non seulement de les jouer, mais on pourrait presque dire de les incarner, parce que on a l'impression qu'elle ne joue pas tellement. Elle fait partie de il y a toutes sortes de comédiennes, mais elle, on a l'impression qu'elle est d'abord, le personnage, elle est d'abord elle-même, si je puis dire, avant d'être les différents rôles. Il n'y a aucun effort dans c'est ça, son voilà, jeu. C'est ça. C'est presque naturel qu'elle peut incarner une criminelle, du coup.
On peut dire que les troubles psychologiques qu'elle a eus ont mis un terme à sa carrière parce que les studios ne voulaient pas admettre les difficultés que ça posait. C'était très dur quand même, cet environnement hollywoodien des années 40 et 50. C'est-à-dire, les studios faisaient de stars des gens richissimes, payés à la semaine, donc il fallait compensation, qu'ils obéissent. Oui, en contrepartie, c'est ça. C'était Faust et Méphistophélès. C'est ça. Il faut obéir. On signe un pacte avec le diable hollywoodien. Avec le diable hollywoodien. Quand en plus sa mémoire commence à devenir défaillante, ça oblige à refaire des scènes. Ça coûte très cher. Ça fait perdre beaucoup de temps. Eh oui. Beaucoup de temps. Et puis en plus, à ce moment-là, je veux pas être méchant, mais l'âge allant, elle était moins peut-être prestigieuse que en 44 dans l'Aura. Il doit y avoir une angoisse qui s'installe quand on est dans ce cas-là. On a vu le même cas avec Marilyn Monroe d'ailleurs. Oui, quand on n'est plus sous contrat et que le téléphone ne sonne pas. Ah oui, c'est ça. Ça doit être... Et même juste avant de n'être plus sous contrat, lorsqu'on voit qu'on n'est plus capable d'assumer les engagements voulus par les studios, j'imagine que ça a dû être... Tout ça a dû être assez effroyable. Et à ce moment-là, on vous menace de films de moins en moins intéressants. Oui, c'est ça. Et de plus petits rôles. Les rôles vont aller en même temps en se diversifiant avec le temps. Oui. De ce point de vue-là, pour elle, c'était plutôt intéressant. Oui, ça, mais elle a plus du tout eu affaire à de très grands cinéastes comme avant, quand c'était Lang, Mankiewicz, Lubitsch, etc. Alors dites-nous, Patrick Brion, comment est né le cinéma de minuit? Comment est née cette idée? On est au tout début de la nouvelle télévision, celle qui succède à l'ORTF. Bon, quand l'ORTF éclate, à la suite de la malheureuse loi, 75. oui, je me retrouve sur France 3. France 3, on a 4 films. C'était FR3 à l'époque. FR3. On a 4 films à 20h30. Ce qu'on appelle de cet horrible mot le prime time, c'est-à-dire une force de frappe très importante par rapport au public. Mais à 20h30, il ne s'agit pas de mettre des films en noir et blanc sous-titrés ou des films muets. C'est vous qui faisiez la programmation déjà? Oui. Ah ça, c'est ce qu'il faut expliquer quand même. Voilà. Je m'occupais de ces 4 cases. Ah, mais il manquait donc manifestement une case, la possibilité de passer... Une case pour les intellos. Oui, c'est chef-d'œuvre. Oui. Mais pour les amoureux du cinéma. Oui, c'est ça, pour les amoureux du cinéma. Donc, on en a beaucoup parlé. On a demandé à la profession cinématographique, parce que le gouvernement, toujours très courageux, nous a dit, voyez ça avec la profession cinématographique, qui nous a dit, écoutez, vous avez 4 films, ça suffit. Si vous voulez passer des films en noir et blanc, passez-les parmi ces 4 films. Bon. Et alors là, on a eu, si on peut dire une chance, on télédiffusait l'émission qui s'appelait le masque et la plume. Ah oui, bien sûr. Oui. Le masque et la plume. Grande émission critique de France Inter. C'est ça. Autrefois du Poste parisien. Bon, la profession cinématographique tolérait qu'on dise du mal de certains films ou des réserves à la radio. En aucun cas à la télévision, puisqu'ils jugeaient que la télévision leur avait volé leur public. Donc, ils étaient très mécontents. Donc, on a eu une réunion et on a fait un peu de chantage. On leur a dit, écoutez, vous n'aimez pas la télédiffusion du masque et la plume. Ah non, pas du tout, on voudra l'arrêter. Eh ben voilà, on l'arrête, mais en échange, vous nous donnez la possibilité de passer à 22h30, tous les dimanches, un film, disons, d'arrêt d'essai, entre guillemets. Voilà. Ce qui était un moyen en même temps de faire une promotion fabuleuse du cinéma. Je suis certain que cette émission a créé des centaines de vocations de cinéphiles. Oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, depuis qu'ils étaient jeunes, qui m'ont dit, nos parents nous empêchaient de la voir parce que c'était trop tard. Eh oui. Donc on ouvrait la porte et on voyait aux douces. Mais s'il y avait l'attrait de l'interdit, c'était encore mieux. Puis en plus, ça s'appelait le cinéma de minuit. Oui. Ça vient d'où ce nom, ce titre? C'est pas moi, c'est Karine Rueff, qui est une des collaboratrices de Claude Contamine, le patron de France 3. Karine Rueff. Qui a trouvé ce titre qui était très bien, puisqu'à ce moment-là, le film se terminait à minuit. Maintenant, il commence après minuit. Oh là, parfois même. Mais il existe. Parfois bien après, mais il est toujours là. Il existe encore. C'est l'essentiel. Et grâce à cet album, il revit semaine après semaine. C'est beaucoup de grands souvenirs que vous nous proposez, Patrick Brion. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire du cinéma cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité. Franck, vous recevez Patrick Brion. Il est créateur et animateur du cinéma de minuit sur France 3, historien du cinéma. Et il vous propose un très bel objet, un très beau cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Cinéma de minuit, 40 ans, 2000 films, un magnifique livre paru aux éditions Télémac. On peut dire que l'émission est d'une grande simplicité,
mais que l'un de ses succès, à mon avis, l'une des clés du succès, c'est la constance et la permanence. D'abord, cette courte présentation. Vous présentez le film en quelques mots, mais des mots suffisamment mystérieux pour donner envie d'aller voir ce qui va se passer. Je défie quiconque, lorsqu'on a dépassé le générique et qu'on a entendu votre petit speech, si je puis dire, éteindre à ce moment-là, c'est vraiment une frustration énorme. J'espère. Et puis alors, des cycles. Il y a eu des cycles dès le début, ça s'est passé comment en fait? Oui. Très vite, parce que moi je crois beaucoup, c'est un grand mot, à la vertu pédagogique des cycles. Si vous voulez, je pense que, prenons Jane Tierney, nous en parlons. Si vous passez 6 films de Jane Tierney ensemble, on a une idée de l'actrice. Si on passe ces mêmes 6 films sur une période de 8 ans, on s'en moque très un peu. Très fort oui, pour établir les liens. Oui, bien sûr. Et donc, ça permet non seulement de mieux comprendre l'œuvre dont il est question, ou la série d'œuvres dont il est question, mais ça permet aussi d'attirer le public pour le dimanche suivant. Parce que quand on a passé un très bon moment à regarder un film, on a envie, évidemment. Quel genre de public vous aviez et quel genre de public vous avez? Est-ce qu'il a évolué, Patrick Brion, ce public, au cours des... Il a un peu évolué parce que, oui, il a évolué pour plusieurs raisons. Quand le cinéma de minuit a commencé, il n'y avait pas la cassette, il n'y avait pas le DVD, il y avait un peu moins de films. Donc, et c'est sûr que les gens qui étaient notamment en province avaient vraiment envie, besoin de voir le cinéma de minuit pour voir certains types de films. Aujourd'hui, c'est peut-être pas totalement le cas. C'est vrai qu'aussi, le fait de passer de plus en plus tard fait que des gens qui travaillent beaucoup le matin et qui n'ont pas l'habitude d'enregistrer, peut-être ne le regardent pas, alors qu'ils le regardaient à 22h30. En fait, de 22h30, on est passé à 23h20, etc. pendant très longtemps, puis à minuit, et là, on est un peu au-delà de minuit. Mais en même temps, le miracle, c'est qu'il existe. C'est ce que je me dis pour me rassurer. En me disant, mais les gens enregistrent, ce qui est pas toujours vrai. Non, pas toujours vrai, mais il y a les replays, etc. Et puis, comme vous dites, il y a cette présence. Alors, le cinéma de minuit a eu d'emblée l'idée de présenter des films, pour certains rares, en tout cas toujours en version originale lorsqu'il s'agissait de cinéma étranger. Ça, c'est quand même le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à la télévision française dans les années 70, ça n'était pas une évidence, ça, de présenter. C'était pas évident du tout. Et on faisait tirer à chaque fois une copie neuve. On avait des copies qui étaient parfaites. Quand il y avait une copie qui n'était pas parfaite, c'est que c'était la seule qui existait au monde. Et ça, vous disiez à ce moment-là. On n'avait pas le choix. Oui, bien sûr. Alors, le film était en version originale. Alors, on va dire quand il s'agit d'un film américain, pourquoi pas. Quand il s'agit d'un film italien, c'est un peu plus exigeant. Et il y a aussi tous les cycles suédois, etc. Il y a eu des films suédois, Alors là, ça devient carrément difficile, mais bon. Mais en même temps, c'est le film tel qu'il a été présenté. Absolument. C'est la voix des personnages. C'est ça, voilà. Enfin, pour les films italiens, c'est plus compliqué. Oui, parce que souvent, ils sont redoublés. C'est ça. Alors justement, le cinéma italien a occupé une place importante dans la programmation du cinéma de minuit. Vous nous avez fait connaître ou redécouvrir beaucoup de grands réalisateurs italiens. Mais c'est un cinéma passionnant, c'est un cinéma extrêmement riche. Et comme c'est un cinéma qui aujourd'hui est malheureusement très appauvri, ça permet d'autant plus de se tourner vers son passé, qui était prestigieux. Bien sûr. C'était la grande époque. Et il y a encore plein de pépites dans ce cinéma des années 50, 60, donc on a encore du travail à faire. Vous avez repris tous vos commentaires pour l'édition papier de ce... Non, d'abord parce que je les avais pas, je les ai pas gardés, j'avoue. Pour certains, je les avais à peu près où je m'en souvenais. Et pour d'autres, j'ai réécrit en essayant de rajouter une citation du cinéaste quand on en avait. Vous ne vous êtes pas cantonné aux œuvres cinématographiques classiques. Il y a des cycles consacrés aux maîtres de l'animation, et notamment à Tex Avery, en fait. Oui, ça... J'aime beaucoup Tex Avery. Et puis, la comédie musicale, enfin des genres un peu différents. Oui, le western, le polar. Le western, beaucoup, bien sûr. La comédie, oui. Avec je trouve, il me semble, en feuilletant le livre, que les thèmes, à mesure qu'on s'approche de notre époque, plus on avance dans le temps, plus les thèmes sont pointus. C'est peut-être normal, vous me direz, parce que vous aviez fait le tour des grands thèmes tellement évidents, mais Venise au cinéma, le patrimoine français, aspect du cinéma britannique, avec parfois des films un peu moins anciens, si je puis dire aussi, même si il ne s'agit jamais de présenter des films qui sont encore dans une actualité de diffusion. Oui, non, c'est les films qui, en gros, ne passent pas ailleurs. Exactement. Oui.
Il faut venir au cinéma de minuit pour voir ces films-là. Et d'ailleurs, presque à chaque fois, disons les choses honnêtement, presque à chaque fois, c'est une révélation. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, et alors bien sûr, ayant vu un des films, on a envie de voir le reste du cycle, et puis surtout on se dit, mais on a envie de creuser. C'est ça, nos émissions, si je puis dire, parce que de ce point de vue-là, c'est un métier d'éveilleur dans lequel je me reconnais aussi. Nos émissions sont là pour donner envie aux gens, c'est ça. Et ça, c'est ce que vous faites magnifiquement, Patrick Brion. Oui, non, mais je peux vous le dire, incontestablement. 2000 films ont été diffusés donc depuis maintenant plus de 40 ans. Lorsqu'on arrivera au demi-siècle du cinéma de minuit, on devrait être à pas très loin de 3000 films. Vous en avez réédité entre-temps? Oui, il y en a qui ont été rediffusés. Rediffusés parce qu'un film, c'est ce que je dis souvent, c'est comme un ami. Ça se revoit. Bien sûr. On peut pas se contenter de dire. C'est pas moi qu'il faut dire ça, il y en a que j'ai vu 50 fois. Voilà. On peut pas dire, moi j'ai vu le film il y a 40 ans, c'est fini, je l'ai vu. Bien sûr. Non. Fritz Lang, Ava Gardner, John Ford, Todd Browning, Greta Garbo. Ce qui est amusant, c'est que ce que je suis en train de donner là, ce sont des noms mythiques de l'histoire du cinéma universel. Et néanmoins, quand on cite tous ces noms bout à bout, c'est bien le cinéma de minuit qui se dessine dans notre esprit. On peut dire que vous aurez accompli cet exploit, Patrick Brion, de devenir l'incarnation même de tout un art. Car c'est un art, le cinéma, nous sommes bien d'accord. Ah oui, c'est absolument. Le cinéma de minuit, 40 ans, 2000 films aux éditions Télémax. C'est évidemment un très bel et très gros album signé Patrick Brion. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est une émission consacrée à l'histoire du cinéma aujourd'hui avec votre invité Patrick Brion, créateur et animateur du cinéma de minuit qui est encore avec nous. Voilà. Et le générique de cette émission. C'est la carte musicale qui est dans l'album, en fait. C'est génial. Ce livre est magnifique. Il y a une carte musicale à l'intérieur. Il vous le faut vraiment, ce livre. Cinéma de minuit, 40 ans, 2000 films, paru chez Télémac. Et vient de nous rejoindre en studio Vanessa Zaza, les chroniqueuses tourisme. Vous pouvez l'entendre tous les week-ends aux côtés de Wendy Bouchard dans la matinale d'Europe Week-end. Et aujourd'hui, elle va vous faire visiter les plus vieux cinémas de France. Alors, c'est-à-dire les plus vieux cinémas de France. Bonjour Vanessa. Bonjour Franck. C'est l'époque du tout premier cinématographe, c'est ça? Alors, ce qui est très important, on entend par ancienne salle, c'est à partir du moment où on a des salles fixes. Oui, voilà, parce qu'autrefois c'était des baraques foraines. C'était des baraques foraines. On en reparlera justement avec le Trianon à Romainville, donc tout à l'heure. Et alors moi, j'aimerais commencer quand même par la plus ancienne salle de cinéma encore en activité au monde, c'est l'Eden Theatre à La Ciotat. Ah, mais c'est bon à savoir ça. Voilà, donc on dit cinéma, on dit La Ciotat, on pense forcément à cette scène phénoménale que tout le monde connaît, on l'a tous en tête, de cette locomotive. L'arrivée en gare du train. De la gare de La Ciotat par les frères Lumière. L'arrivée du train en gare de La Ciotat, voilà, cherchez le nom. Parfait. Les spectateurs de l'époque ont eu peur. Bien sûr, oui, ils sont les gens levés. avaient peur, ils sont levés, exactement. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que, alors on va se dire pourquoi ils ont finalement tourné à La Ciotat, eux qui étaient de Lyon. En fait, toute la famille Lumière avait acheté un château à La Ciotat. Ils ont d'ailleurs fait la première projection avec 150 VIP ciotins à l'intérieur donc de leur salon. Et puis 3 semaines après, ils ont décidé, le 14 octobre 95, de la faire dans l'Eden Theatre. Alors tout n'était pas encore complètement organisé et il faut attendre 1889 pour assister à la première séance publique officielle et payante, et donc régulière, avec le lancement d'un navire à La Ciotat et d'une caravane aux pyramides d'Égypte. Ça ressemble à quoi cet Eden Théâtre? Alors, à la base, il faut savoir que c'est une salle de spectacle, puisque c'est un spectacle de variété. Il y avait même des galas sportifs, de lutte gréco-romaine, de boxe, en fait, comme un théâtre, complètement. On y a vu d'ailleurs Fernandel et Bertrand Blier y faire leur première apparition. C'est un théâtre à l'italienne, qui avait été construit donc en 1885. Il a été donc restauré, il a été réouvert là en 2013 à l'identique, donc avec la même façade donc ocre. Vous avez les mêmes fauteuils en velours rouge vif, les mêmes moulures au balcon, et puis même la couleur des murs. Il a fallu gratter les 28 couches de peinture pour retrouver le rouge corail original. Et il faut s'imaginer qu'à l'époque, le projecteur était situé au 3e rang, puisque l'écran ne faisait que 2 mètres sur 2 mètres. Ah, voilà. Oui, c'était des petits écrans. C'était des petits entendu. écrans. Voilà. Alors, le plus vieux théâtre, le plus vieux cinéma de Paris, il se trouve où, Vanessa? Il se trouve dans le quartier latin. On le connaît sous le nom de l'Europa
Panthéon aujourd'hui. Et donc, c'est le cinéma du Panthéon qui a été inauguré donc en 1907. Un lieu mythique, ça, Patrick Brion. Oui, oui, oui. Ouais. Mythique, vous le connaissez très bien, on en a parlé. Et donc, il s'est installé dans un ancien gymnase d'étudiants, des étudiants donc de la Sorbonne. Donc, il est rue Victor Cousin. Alors, il a été donc lui rénové de manière moderne, mais tout en conservant son style, ses volumes. Alors, sur sa façade, il y a évidemment les lettres des films qui s'étalent sur une marquise vraiment à l'américaine et un projecteur qui éclaire la mention art et essai. Alors, ils ont gardé les 300 fauteuils. Il y en a 60 au balcon. Et alors, sous la cantonnière noire des murs de la salle, on peut observer des motifs de vieux projecteurs. Et ça, c'est un clin d'œil à la frise du Panthéon. Ils n'ont que 12 ans d'écart. Il faut aussi savoir que il y a un autre clin d'œil, puisque le cinéma est dédié aux grands hommes du cinéma. Donc, allez regarder chaque fauteuil, puisque sur chaque fauteuil, il y a une petite plaque en cuivre sur laquelle est gravé le nom d'une star ou d'un réalisateur. Qui est venu assister à une projection ici, c'est ça? Oui, et attention, il y a un intrus. Donc, allez faire un tour, trouvez l'intrus. Il y a un intrus, il y a un fauteuil qui ne devrait pas être là, un nom en tout cas. Et alors, au balcon, ils ont gardé aussi les banquettes doubles d'origine. C'était les seules qu'on trouvait à Les l'époque. banquettes doubles. Des banquettes doubles. Vous savez comment on fait aujourd'hui dans les, je vais pas citer, mais dans les grands Gaumont, les pâtés, où vous pouvez être assis l'un à deux, côté de l'autre c'est ça. sans accoudoir. Ouais. Voilà. C'est ça. Avec Et donc, évidemment les yeux sur l'écran. Bien sûr, Tout à fait. Franck. Bien Le sûr. Panthéon à l'époque était célèbre autrefois donc, pour ses loges. Tout est dit. Non, mais Tout nous, est dit. nous avions bien compris. Il y a aussi une sorte de cafétéria maintenant qui est très cafétéria cosy. Très hein. cosy, très élégante, de 150 mètres carrés. Catherine Deneuve a participé justement aussi un peu à cette décoration. Et puis c'est intéressant de savoir que Jean-Paul Sartre, d'ailleurs il en parle dans Les mots, a eu ses premières émotions cinématographiques dans ce lieu, dans ce cinéma donc du Panthéon. Vous m'en direz tant. Détesté Citizen Kane. Oui, entre autres. Mais bon. Entre autres, le Trianon de Romainville. Alors là, on s'en va dans l'est de Paris, derrière les Lilas, là-bas. Ouais, hein. mais vous le connaissez tous, parce qu'il est devenu mythique grâce à cette musique. La lumière revient déjà. Eh oui, évidemment. Et oui, évidemment. La dernière séance. La dernière séance. Alors, la dernière séance, oui, mais contrairement à ce que dit Eddie Mitchell, il va pas finir en building supermarché, puisqu'il est toujours là, il est toujours debout. Alors, ce qui est intéressant, justement, on revenait sur cette histoire des cinémas, des salles fixes. Au tout début, le Trianon est un café. Alors on l'appelle le Trianon parce qu'il a une architecture et une position qui évoque le pavillon royal de chasse, puisqu'il est au carrefour finalement de toutes les routes des communes aux alentours. Et puis on y fait des projections de films jusqu'à ce qu'il devienne officiellement le 11 juin 1929 sur ordonnance préfectorale une salle officielle de cinéma. Alors ça a été très compliqué parce qu'il a été détruit pendant la guerre. Les bombardements voulaient viser la gare de Noisy-le-Sec qui était à proximité. Ils ont détruit donc par ailleurs le café et le dancing. Et puis le cinéma a été détruit le lendemain à cause d'une bombe à retardement. Mais depuis, il y a eu un tas de pierres. On l'a restauré, on l'a rouvert en 53. Eddie Mitchell, évidemment, il a présenté entre 83 et 98 toute son émission, la dernière séance qui était consacrée au cinéma américain que vous affectionnez particulièrement. essentiellement. Et voilà. Est-ce que il existe un livre avec tous ces vieux cinémas qu'on peut... Eh ben, je n'en ai pas trouvé. Non, vous voyez, Il y a des choses à voilà faire. une idée. Une idée. Si des éditeurs nous écoutent, à mon avis, c'est un beau sujet, ça. Très beau. Toutes ces belles salles, alors les très très anciennes dont vous nous avez parlé Voilà. aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui Mais- datent des années 50 ou 60, mais qui sont belles aussi. Il y a le Luxor, Ouais, il y le en a plein. Cylinder plein. Merci beaucoup, Vanessa. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.